Bonjour. Jusqu'à maintenant, dans notre pratique de méditation, ce que nous avons travaillé, c'est d'utiliser l'intention pour diriger notre attention sur un objet choisi. Et nous avons utilisé des techniques pour essayer de maintenir notre attention une fois que nous l'avons dirigée. Donc c'est travailler avec l'intention. Et de nombreuses traditions de la pratique de shamatha, la concentration en un point, utilisent cette technique de manière exclusive. Utiliser, par exemple, la méditation sur le souffle et utiliser l'intention. Donc la chose distincte par rapport avec l'attention elle-même, c'est qu'on choisit quelque chose d'exclusif. Comme support, on observe une chose particulière, et donc qui emplit totalement notre conscience, notre champ de conscience, et tout le reste est mis de côté. Donc c'est la façon dont on peut utiliser ce bouton pause dans cet état d'esprit conceptuel. Donc, comme je l'ai mentionné, jusqu'à maintenant, nous avons travaillé avec l'intention pour diriger notre attention sur un objet choisi et utiliser notre conscience pour se focaliser sur un objet unique à l'exclusion de tout le reste. Et donc, en fait, ce que la permet de faire, c'est de faire une pause dans tous ces discours intérieurs. Donc, on se focalise, par exemple, sur la sensation tactile du souffle. C'était l'objet choisi jusqu'à maintenant. Et donc, il y a des traditions qui utilisaient cette technique tout au long, plus ou moins, tout au long des 9 stades vers shamatha, vers la concentration en un point total. Et donc, en fait, ils choisissent plutôt ces objets, cet objet. Après, on n'a pas besoin de parler nécessairement des autres objets. Dans le Dzogchen de la Mahamudra, on change rapidement l'objet de méditation qui va être la conscience elle-même. Il y a 2 façons générales grâce auxquelles nous expérimentons le monde. Donc, le fait d'expérimenter le monde, c'est 2 formes. D'abord, c'est l'attention. C'est ce qu'on a utilisé jusqu'à maintenant. L'autre, c'est la conscience. Donc, l'attention est focalisée en un point sur un objet, et la sagesse, on pourrait dire, ou la conscience, au sens général, c'est voir que tout ce que nous expérimentons, nous les laissons survenir, on est simplement ouvert et réceptif. Donc la conscience, au sens large, par exemple, on peut utiliser le champ visuel pour utiliser un exemple. Par exemple, là, je me suis focalisé sur Gwen, visuellement. Et donc, quand je me focalise sur lui, je suis toujours conscient du reste du champ visuel depuis Elio jusqu'à Christophe. Et donc, si Elio devait bouger, il attirerait mon attention. Parce que maintenant, mon attention a bougé. Et je dirige mon attention vers Elio. Donc, j'étais focalisé précédemment sur Gwen, et lui, il devient périphérique. Ça ne veut pas dire qu'il disparaît. C'est juste qu'il n'est plus l'objet focal de mon attention. De la même façon, avec l'attention, on peut se focaliser sur des choses individuelles. On va, par exemple, se focaliser sur les sensations du souffle au niveau des narines, mais il y a une capacité de voir avec
la conscience qu'il y a des pensées qui surviennent. Il y a des enseignants qui disent qu'il est nécessaire de maintenir cette conscience pour garder la clarté de l'objet. Et donc on est conscient du paysage panoramique. Et donc c'est tout ce contexte, ça veut dire que toutes les apparences qui surviennent naturellement, il est important de ne pas s'endormir quand on est focalisé en un point sur un objet. Donc tout ce qui est nouveau et qui entre dans notre conscience, dans notre champ d'appréhension, tout ce qu'on sait qui est nouveau vient en nous au travers de notre conscience. C'est la façon dont l'esprit fonctionne. Et aussi, le cerveau a évolué pour opérer de cette façon. Et donc, ce qui est nouveau pour nous vient d'abord au travers de la conscience. Une conscience périphérique, on pourrait dire. Et donc, tout cela est ensuite pris, sélectionné par l'attention conceptuelle et va sélectionner cet objet au sein d'innombrables autres objets. Et donc, on va par exemple extraire cet objet et se focaliser par exemple sur Stéphane. Donc maintenant, je me suis focalisé sur Stéphane. Donc j'ai choisi cette chose au détriment de toutes les autres possibilités dans cette pièce. Et donc maintenant, sur le t-shirt, il y a différents types de couleurs, etc., sur les manches, etc. Et donc je peux, tout ce que j'appréhende entre d'abord dans cette réceptivité de la conscience périphérique. Donc, ensuite, quand j'arrive à connaître précisément, en examinant avec une focalisation, la chose intéressante avec l'attention, quand elle choisit quelque chose et qu'elle extrait au milieu d'autres possibilités, c'est une abstraction. C'est une abstraction, c'est une conceptualisation. Donc elle crée quelque chose qui n'existe pas dans la réalité, dans le but de donner une définition, de le comparer avec autre chose que nous connaissons déjà. Et donc il y a une expérience, il y a de nombreux dossiers de mémoire, etc., qu'on a dans l'esprit, des choses qui sont connues de manière conceptuelle. Et là, quand on expérimente le t-shirt de Stéphane, c'est parce qu'on a déjà expérimenté par le passé un t-shirt bleu, etc., qui est une couleur primaire, etc. Et donc tout cela, je peux le connaître, ces choses, en me focalisant sur ces choses. En fait, c'est que cela confond, et ce qui est confus ou illusionné, c'est que je suis persuadé que ce qui j'ai extrait conceptuellement, existerait par nature, existerait dans la nature. En fait, tout ce qui existe dans la conscience globale, la fonction de la conscience globale, c'est de connaître les éléments, le contexte, le paysage panoramique, en fait, on pourrait dire. Et en fait, les concepts examinent les relations qu'il y a entre les phénomènes. Et donc, la conscience connaît le contexte général et elle a la capacité aussi, la conscience générale, globale, ne connaît pas la même chose que ce que fait la conscience conceptuelle qui, elle, fait des distinctions, extrait des éléments parmi d'autres, etc. Et donc l'attention conceptuelle est extrêmement précise, mais elle crée des abstractions pour obtenir cette précision. La sagesse connaît les choses d'une manière imprécise, mais elle connaît tout en même temps. Et donc, on va essayer de travailler avec cette conscience générale.
Et donc c'est un entraînement accéléré pour le Mahamudra de Dzogchen. Donc on va commencer avec une technique abrégée. C'est comme une transition entre notre méditation familière sur le souffle et aller vers cet entraînement accéléré qui permet de travailler avec les apparences qui sont générées dans la conscience. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est travailler avec la conscience du souffle. On va utiliser cet objet familier du souffle. Mais on va commencer à connaître le souffle au travers de la conscience elle-même plutôt que l'attention. Et donc la chose qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est quelque chose que Lama Alan appelle la conscience du souffle d'Asanga. Au IVe siècle, Asanga, c'est un très grand maître mahayaniste, un très grand pandit du Mahayana, du grand véhicule. Dans son texte, le Shravaka Bhumi, le Bouddha, dans ses textes précédents, il a parlé de 16 étapes de pleine conscience qui mènent à l'état d'Arat ou au Nirvana, la libération de la souffrance. Et donc il y a des présentations classiques dans lesquelles le Bouddha les a décrites sans aller dans les détails par rapport à cela. Il y a au moins deux présentations classiques connues sur ces 16 étapes de la conscience qui mènent vers l'état d'Arat ou de Nirvana. L'une, c'est de Buddhaghosa, un très grand maître commentateur au 7e siècle, qui a écrit le Visuddhimagga, la voie de la purification. C'est l'un des textes les plus complets de la tradition du Theravada. C'est le chemin de la pureté qui existe en français. Et ce que nous avons utilisé, on va utiliser une technique de Buddhaghosa, mais Asanga aussi. Et il a parlé de ces 16 étapes. Et donc, en fait, la différence, c'est que la troisième étape a une distinction intéressante entre Asanga, du point de vue Mahayana, le grand véhicule, et Buddhaghosa, le véhicule fondamental, la tradition du Theravada. Et donc, quand ils décrivent la troisième des 16 étapes, donc cela fonctionne avec le souffle. Donc le Bouddha dit, quand on est attentif à l'ensemble du souffle, on inspire et on expire. Cette phrase participer à l'ensemble du cycle de la respiration, c'est un point extrêmement important. Et Buddhaghosa l'a interprété du point de vue du Theravada, du véhicule fondamental, en disant que l'ensemble, le corps tout entier du souffle, de la même façon que nous, on a essayé de faire la sensation tactile au niveau du nez, on a eu le début du souffle, le moment intermédiaire du souffle, la fin du souffle, etc. De la même façon qu'un enfant est sur une balançoire, et donc on est sur la balançoire et on est attentif à l'ensemble du cycle sur la balançoire. C'est ce que dit Buddhaghosa quand on est attentif au corps tout entier de souffle, de la respiration. D'une autre manière différente, Asanga a dit de manière littérale, on est attentif au corps tout entier, on inspire, on expire. Donc du point de vue d'Asanga, on peut être attentif. La technique qu'on a utilisée tout à l'heure, hier, diriger notre attention sur un endroit particulier en réduisant le champ de notre attention, les sons aux sensations tactiles, et puis les sensations tactiles, on passe aux sensations tactiles du souffle, et ensuite on réduit à nouveau le champ d'attention pour être au niveau de l'abdomen ou encore au niveau des sensations au niveau du nez. Donc ici, au niveau du nez,
L'attention ne bouge pas. L'attention est comme le vigile qui est là, qui observe le souffle qui vient et qui va. Mais l'attention ne bouge pas elle-même. Elle reste là. Elle reste en observant les différentes sensations au niveau du souffle, au niveau du nez. Donc l'attention, elle demeure en un point. Mais Asanga dit, la conscience, parce qu'elle est globale, ouverte et réceptive, au lieu d'être focalisée et exclusive. Donc la conscience, elle appréhende le corps tout entier. Et donc la sensation tactile du souffle, ou qu'elle advienne dans le corps. Donc c'est une expérience très différente du souffle. Parce que vous n'êtes pas en train d'observer le souffle sur un point particulier, mais vous laissez le souffle venir et aller où qu'il aille, où qu'il soit. Et donc c'est une façon beaucoup plus détendue de méditer sur le souffle. C'est dénué d'effort, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est bien de méditer sur le souffle, et qui disent mais que c'est du boulot, c'est un travail. On peut voir ça. C'est ce que on doit. On peut voir aussi qu'il y a une forme de concentration mentale où vous êtes complètement crispé sur un objet, et ça ne devrait pas être comme ça. Mais c'est une expérience commune, partagée par plein de gens. Et donc, les gens ne prennent pas plaisir à cela. C'est comme essayer de pousser, comme un exercice asymétrique, on essaye de pousser le mur jusqu'à ce que vos muscles commencent à fatiguer. C'est comme ça qu'on entraîne son corps. Et donc on pense que la concentration doit être comme cela. Et non, on est extrêmement crispé comme ça. Jusqu'à ce que on a de la fumée qui sort de la tête. Et donc, mais dans la conscience, la pratique de la conscience, c'est simple. Peut-être pas facile, mais au moins c'est plus simple. On a simplement une réceptivité ouverte. Et on connaît simplement les sensations du souffle, où qu'elles aillent, où qu'elles soient. Et ça a un effet bénéfique aussi. À nouveau, si vous laissez tomber tout type de contrôle du souffle, vous laissez simplement le corps respirer par lui-même. Et vous n'essayez pas de chercher des sensations en un endroit particulier. Vous pourriez découvrir des sensations du souffle dans des endroits extrêmement surprenants. Vous pourriez ressentir par exemple d'abord dans les endroits familiers, le nez, le visage, les poumons qui bougent, dans la poitrine, l'abdomen. Mais vous pourriez aussi ressentir dans des endroits très inhabituels. Par exemple, vous pourrez ressentir sur votre siège. Vous pourrez ressentir le souffle dans votre dos, si vous êtes dans la Shavasana, ou dans vos épaules. Et au fur et à mesure que vous progressez au travers de la pratique de Shamatha, vous allez développer ce que Lama Alan appelle une clarté, une limpidité qualitative. Vous pourriez ressentir vos sensations qui sont tellement subtiles, alors que précédemment, dans vos pratiques, vous ne pouviez pas les reconnaître parce qu'elles étaient en delà du seuil de votre perception. Alors qu'au fur et à mesure que votre attention devient de plus en plus subtile, vous développez une qualité de limpidité. Et non, vous êtes capable de ressentir des sensations de plus en plus subtiles. Et au fur et à mesure que vous ressentez ces sensations, vous développez la limpidité qualitative. Et donc, quand vous utilisez la technique d'Asanga, et donc vous pouvez observer les sensations où qu'elles adviennent dans votre corps. Vous pouvez la ressentir dans la paume de votre main, par exemple. Simplement parce que ce sont des sensations extrêmement subtiles, tactiles et extrêmement subtiles, issues du souffle dans votre corps. Et autre chose que vous pourriez ressentir quand vous développez cette limpidité qualitative, c'est quelque chose que Arya Asanga a insisté dans son texte. Il a dit que seulement le mouvement des souffles sont des sensations tactiles,
Mais il y a aussi le mouvement des fluctuations du prana. Tout le monde sait ce qu'est le prana? C'est quoi? Non? Le prana, c'est une énergie dans le corps. C'est que Lama Allan appelle, parce que c'est un physicien, ou parce qu'il a beaucoup de connaissances en physique. Il a dit de manière précise que c'était physique mais pas matériel. De la même manière, il y a d'autres substances dans l'univers qui sont physiques mais pas matérielles. Par exemple, les sensations, les vibrations électromagnétiques. Par exemple, les ondes radio ou la lumière du soleil. C'est physique, mais ce n'est pas matériel, ce n'est pas des particules élémentaires. La lumière, d'une certaine manière, elle est composée de photons, donc il y a des particules, mais les ondes électromagnétiques, par exemple, dans la théorie dans le bouddhisme et surtout dans les écoles bouddhistes qui travaillent avec le corps subtil, dans les pratiques tantriques par exemple, toutes les classes du Vajrayana, du Tantra, du véhicule tantrique, du bouddhisme, il y a toute cette théorie sur les corps subtils, fondée sur les mouvements du prana ou des souffles subtils qui parcourent le corps au travers des canaux physiques. Les canaux, ce sont des veines subtiles, en fait, des canaux. On pourrait dire des méridiens subtils. Et donc, c'est beaucoup plus subtil. Donc, on ne peut pas, si on devait disséquer le corps, on ne verrait pas, avec nos yeux nus, le prana, on ne verrait pas les canaux non plus, subtils. Et donc, on pourrait peut-être à la rigueur utiliser des instruments électromagnétiques pour le voir, pour les mesurer. Et donc, la théorie du prana, le souffle subtil, dans le tantra, dans le bouddhisme tantrique, c'est traduit depuis c'est de penser les pensées et l'air ou le souffle qui fonctionnent ensemble. Et donc c'est un petit peu le lien entre les pensées et le reste du corps. Par exemple, Dudjom Lempa a évoqué cette relation. Il a dit que les pensées, c'est quelqu'un qui, par exemple, est paralytique. Et le souffle subtil, c'est comme un cheval qui n'est pas docile, un cheval sauvage. Il ne sait pas où il va. Il n'a pas la capacité d'être simplement de l'énergie. C'est un cheval sauvage. Et la pensée elle-même ne peut pas se bouger sans un mode de transport. Et donc la pensée, ou l'esprit on pourrait dire, et le souffle subtil doivent aller de pair pour pouvoir se déplacer à bon escient. Donc le résultat de reconnaître cela, c'est que vous pouvez utiliser des approches qui vont de l'extérieur vers l'intérieur ou des approches qui vont de l'intérieur vers l'extérieur. Vous pouvez utiliser le prana, l'approche du prana, pour influencer vos pensées, votre esprit, etc. Donc c'est la voie ensemble, la voie complète du tantra. Vous déplacez les pranas dans le corps à des endroits spécifiques, au travers de canaux spécifiques et au travers de chakras spécifiques, les roues et les bindus, les gouttes qui se trouvent au centre de ces roues, qui sont sur ces canaux. Donc ça, c'est l'approche qui utilise l'extérieur vers l'intérieur. Et vous avez aussi la possibilité de employer les pensées elles-mêmes, l'esprit, travailler sur l'esprit pour faire bouger ces pranas. Donc, vous pouvez
En fait, c'est comme la théorie des vases communicants, les pranas qui affectent l'esprit ou l'esprit qui affecte les pranas, en fait. Et donc, c'est deux approches différentes. Et donc, ce qu'a évoqué Asanga dans sa méthode par rapport au souffle, on est conscient des mouvements, des sensations du souffle. Et aussi, on est conscient des effets du prana, de ces mouvements. Et donc, quand on inspire, par exemple, il y a un effet basique du prana que on reconnaît qu'il y a une sensation d'être ravigoté, de rafraîchissement. Et quand vous exhalez, vous expirez, vous avez la sensation et vous voyez que cela approfondit votre détente, votre relaxation. Donc c'est un échange de prana, un échange d'énergie subtile, de souffle subtil. Et parfois vous pouvez voir dans votre corps, vous pouvez simplement observer de manière réceptive et ouverte. Par exemple, vous voyez qu'il y a des pranas qui sont turbulents, agités, et vous le reconnaissez, vous voyez que c'est associé à vos états d'esprit turbulents. Donc, vous voyez que si vous calmez vos pensées, cela permet de calmer votre prana, ou vous pouvez faire l'autre approche, vous calmez votre prana, ce qui permet de calmer vos pensées. Donc ce sont ces deux approches. Et donc vous pouvez employer ces deux approches en même temps, et vous calmez l'esprit, la turbulence dans l'esprit, en même temps que vous calmez la turbulence dans le souffle subtil. Et donc, quand vous avez un degré supplémentaire de samadhi, vous pouvez ressentir ces sensations tactiles de ces pranas turbulents. Et vous pouvez les libérer quand vous expirez, et vous les libérez dans l'espace. Et vous pouvez aussi libérer des pensées individuelles. Par exemple, si on essaie de maintenir notre tranquillité, notre conscience tranquille, sans parler nécessairement de la stabilité, de l'attention, on parle de la tranquillité de la conscience. La différence, la conscience, elle est naturellement paisible. C'est un état naturel de l'esprit, elle est cognitive et lumineuse, claire et cognitive. L'esprit est clair et cognitif, il est lumineux et cognitif. Et il est paisible, il a la capacité de demeurer paisible sans s'engager dans les émotions malsaines, etc. La façon dont la conscience paisible et perturbée, c'est quand elle s'engage, elle s'agrippe à ces émotions qui la traversent. Et donc en fait simplement la conscience tranquille laisse les émotions, les pensées, etc. surgir sans en sélectionner certaines, sans les saisir, s'y agripper. Donc s'il y a des sensations, des émotions négatives, etc., on veut les rejeter. C'est aussi une forme de saisie, de vouloir rejeter une émotion, une pensée négative, etc. Et donc en fait c'est toujours une crispation. Et donc le prana, il peut être délivré, libéré grâce à l'expiration. Et quand il y a des pensées individuelles, elles peuvent être aussi libérées au cours d'un expire, au travers de la pratique expliquée par Asanga. Et puis, quand on développe cette attention sur le souffle, décrite par Asanga, ce qu'on fait, c'est permettre la nature lumineuse de la conscience d'emplir totalement le corps et donc de combler totalement le corps dans son ensemble. Et on permet simplement à la conscience d'être pleinement présente à ce corps. Et donc c'est une façon très simple de pratiquer qui mène à l'un des grands bienfaits. C'est que c'est très soulageant, enfin ça relaxe, ça détend énormément, ça soulage énormément,
Il n'y a pas besoin de cet effort de se focaliser sur un objet en particulier extérieur. On est simplement réceptif. Il y a un défi, bien sûr. Vous allez découvrir cela. Et donc, c'est très important de voir les méthodes. Donc, quand on va entrer maintenant dans la méditation, commencez comme d'habitude par découvrir l'état naturel du corps. Cet état naturel commence avec une tranquillité détendue. Et si je vous dis de relaxer le corps, ça pourrait donner l'impression qu'il faille faire quelque chose. Mais c'est en fait le contraire. Si je vous demande d'arrêter de faire quelque chose. Arrêtez de faire quelque chose en essayant d'abandonner l'effort qui est nécessaire pour maintenir une tension. La tension, elle est un but d'anxiété ou de vigilance superflue ou des résidus émotionnels. Permettez à votre conscience de simplement imprégner votre corps et de permettre de voir s'il y a des tensions. Et à chaque fois que vous découvrez une tension, au fur et à mesure que vous allez progresser, vous allez trouver des tensions de plus en plus subtiles. Permettez à ces tensions d'apporter l'inspire, le souffle vers ces tensions. Et libérez ces tensions quand vous expirez.
Établissez la parole dans son état naturel. En fondant sur cette détente du corps, découvrez le silence sans effort, l'état naturel de la parole. Une partie de cet état naturel de la parole implique le souffle qui est lui aussi établi dans son état naturel. Vous découvrez cela en laissant tomber tout type de contrôle sur le souffle, permettant au corps de respirer lui-même. Établissez l'esprit dans son état naturel. L'état naturel de l'esprit, c'est la conscience qui illumine les apparences sans devenir celle-ci. Elle est claire et cognitive. Et donc demeurer dans le moment présent. Libre de distractions qui la ramènent vers le passé ou le futur. Maintenant, si vos yeux sont ouverts, fermez-les et permettez cette conscience d'illuminer le sens, la champ sensoriel des sons. Et soyez simplement conscient des sons, sans vous focaliser sur un son particulier. Soyez simplement ouvert et réceptif. Dans cette conscience réceptive et ouverte, il n'y a pas d'identification, de désignation par rapport à certains sons.
Ensuite, apportez cette même conscience spacieuse et ouverte que vous aviez utilisée pour le son, pour l'expérience du corps. Et laissez cette conscience qui illumine remplir le corps tout entier. Comme si le corps tout entier lui-même était conscient. Et devenez simplement conscient des sensations tactiles où qu'elles adviennent. Avec cette conscience réceptive et ouverte, il n'y a pas de verbalisation, de désignation, pas de comparaison avec des sensations précédentes. Il n'y a que le moment présent des sensations. Et donc, lorsque vous vous dirigez vers ces sensations tactiles, celles que vous pourriez appréhender de la manière la plus facile sont les sensations qui changent quand le souffle entre dans le corps. En étant présent à l'ensemble du corps, du souffle, en inspirant et en expirant. Vous pouvez utiliser les deux interprétations de Buddhaghosa ou d'Asanga. En étant présent à l'ensemble de la course de l'expire. Vous êtes avec un engagement continu. Donc c'est ça, c'est cette méditation sur le souffle au niveau du nez. Vous connaissez le début du souffle, le milieu du souffle, la fin du souffle. Et vous découvrez qu'il y a une pause à chaque cycle. Quand ça vient à l'intérieur et que ça sort à l'extérieur.
Vous connaissez l'ensemble de la course de l'inspire et de l'expire avec un engagement continu. Mais votre conscience ouverte et réceptive n'est pas focalisée sur un seul point du corps. Quoi qu'il advienne, quelles que soient les apparences, que ce soit dans le visage, dans la poitrine, dans le dos, vous faites en sorte que votre conscience soit totalement engagée dans ces sensations du souffle, sur la longueur du souffle. Avec vous êtes paisible et vous êtes spacieux, donc votre conscience est ouverte, réceptive, spacieuse, tranquille. Vous pourriez remarquer ce qui semble être des mouvements d'énergie, le prana, au travers du corps. Et ces mouvements de prana sont associés au mouvement du souffle qui entre et qui sort du corps. Vous pourrez remarquer que cette énergie est ravigorée avec l'inspire. Et elle approfondit la relaxation avec l'expire. C'est ressenti comme étant une différence énergétique.
Les pensées, les images mentales vont continuer à survenir. Laissez-les survenir. Laissez-les être et laissez-les partir. Si ne vous vous engagez pas en elles, elles vont se dissoudre naturellement. Alors que votre conscience demeure continuellement engagée, avec la course entière de l'inspire et de l'expire.
Il y a moins d'informations nouvelles ce matin. Il y a plus de temps pour la pratique. Donc, on va avoir une session bonus. Donc, 3 Gatika en silence ce matin avant le déjeuner. Et donc, quand vous pratiquez ces sessions en silence, vous avez le choix. Celles que nous avons faites jusqu'à maintenant, l'une d'entre elles, donc là, vous pouvez vous focaliser soit sur l'abdomen, soit sur les narines. Vous vous souvenez que l'importance de l'intention pour diriger votre attention, ou alors vous avez le choix de simplement être dans cette pratique de méditation indiquée par Asanga sur le corps tout entier. Et donc essayez d'utiliser l'une ou l'autre de ces pratiques. Certains d'entre vous, vous avez toujours la possibilité de vous mouvoir au travers de la méditation. Essayez de rester tranquille. Au cours de la méditation, n'essayez pas de vous gratter de ces mouvements compulsifs. Vous allez remarquer une différence de tranquillité dans votre esprit quand vous observez tout simplement. Il y a des pensées qui adviennent et vous les laissez tranquilles sans... Et donc vos voisins seront aussi apprécieront de voir que vous êtes tranquille, paisible et immuable. Parce que puisqu'on a les yeux ouverts, notre vision est... Par exemple, quand je vous regarde tous, si quelqu'un bouge, je vais le remarquer. Et donc, pratiquez, prenez plaisir à la pratique ce matin.